Par l'Assemblée nationale, je vous le disais, observer une minute de silence cet après-midi en hommage au jeune Thomas qui a été poignardé à la fin d'un bal à Crépol dans la Drôme. C'était il y a 10 jours. Il a fallu 10 jours à la représentation nationale, en tout cas peut-être au gouvernement pour réaliser ce qui s'était passé et l'émotion qui a saisi le pays. On va entendre que les députés se sont évidemment alpagués les uns les autres. Mais avant ça, j'aimerais qu'on s'intéresse à ce qui se passe du côté de l'ultra-droite. Parce que Gérald Darmanin, qui était évidemment dans l'hémicycle, a annoncé la dissolution de la division Martel, un groupuscule d'extrême droite dont au moins un membre est soupçonné d'avoir participé à des manifestations à Romans-sur-Isère. Je vous pose la question dans un instant. Jean-Yves Camus, vous êtes spécialiste de ces questions-là. Mais d'abord, qui sont ces individus? Explication, Mathieu Devez. Face aux manifestations violentes de militants d'ultra-droite à Romans-sur-Isère, le ministre de l'Intérieur apporte une réponse ferme. Gérald Darmanin va proposer la dissolution de 3 groupuscules d'extrême droite, dont la division Martel, qui compterait dans ses rangs des participants à la mobilisation de samedi soir. Comme je l'ai fait avec Génération Identitaire, comme je le ferai demain avec la division Martel qui sera présentée au prochain Conseil des ministres. Et 2 autres groupuscules d'extrême droite connaissent aujourd'hui des contradictoires qui permettront, je l'espère après-demain, d'être dissous. Une proposition pour éviter, selon le ministre, un scénario de guerre civile. Car d'après Emmanuel Casajus, docteur en sociologie et spécialiste de l'extrême droite radicale, les membres de ces groupuscules seraient majoritairement jeunes, organisés et violents. C'est semble-t-il la jeune génération, donc 14-18 ans, 14-20 ans, du mouvement nationaliste révolutionnaire, donc un peu les jeunes du GUD. C'est des groupes qui vont se retrouver régulièrement pour des entraînements au sport de combat, avec une partie d'entraînement à la bagarre collective, parfois s'entraîner non pas en tenue de sport, mais en tenue de ville pour être préparé à des situations réelles, et même entraînement une fois avec des armes, ça s'était vu avec le GUD. 6 prévenus étaient jugés ce lundi en comparution immédiate après le défilé de l'ultra-droite à Romans-sur-Isère. Elles ont été condamnées à des peines de 6 à 10 mois de prison ferme. Commissaire Vallet, un tout petit mot. Est-ce qu'on est au début d'une petite guerre civile, comme l'a dit Gérald Darmanin, selon vous? Non, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que les services de renseignement travaillent sur l'ultra-droite comme ils travaillent sur l'ultra-gauche, même l'ultra-jaune, vous savez. C'est ces personnes ici, du moment des Gilets jaunes, qui se sont radicalisées et qui ont commis des exactions violentes. Et donc, je le disais, il faut qu'en France, on puisse lutter contre l'ultra-gauche comme on lutte contre l'ultra-droite. Et je remarque effectivement... Pourquoi il y a un 2 poids 2 mesures pour vous? J'estime qu'aujourd'hui, l'ultra-gauche, quand je vois par exemple lors des manifestations du 23 mars 2023 à Paris contre la réforme des retraites, on a un policier Loïc de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris qui a reçu un pavé de la part d'un anti-flic qui est proche de la mouvance de l'ultra-gauche, qui n'a pris que 3 mois ferme et 6 mois avec sursis, avec même pas une interdiction dans la manifestation. Et de surcroît, force est de constater que les services de renseignement qui documentent et qui ont prédit ces rassemblements et ces déambulations ont permis derrière de mettre en place un dispositif policier et gendarmesque pour pouvoir procéder à ces interpellations, ce qu'on demande aussi pour empêcher les Black Blocs et l'ultra-gauche de pouvoir aller dans les manifestations. Et j'ajoute pour terminer que la justice qui a condamné 6 de ces militants d'ultra-droite à des peines fermes avec un mandat de dépôt, donc qui sont allés à l'issue d'audience en prison, et dont 5 avaient un casier judiciaire vierge, j'estime qu'effectivement, pour l'ultra-gauche, on devrait faire aussi la même chose. Quand on veut condamner ceux qui ont la haine de l'étranger, il faut condamner de la même sévérité la haine du flic, parce qu'aujourd'hui, l'impunité et les exactions dont sont victimes les policiers et les gendarmes sont issues malheureusement de cette réponse pénale qui est parfois laxiste et qui, d'une certaine manière, encourage à continuer. Jean-Yves Camus, vous êtes spécialiste des questions de l'ultra-droite. Est-ce qu'il y a un 2 poids 2 mesures? Il y a un vrai danger, et tout le monde le sait du côté de l'ultra-droite. Des attentats sont régulièrement déjoués. Mais est-ce qu'il y a un vrai danger? Des attentats sont déjoués. C'est ce que le dit le ministre de l'Intérieur. Quand on regarde le peu que moi, chercheur, je peux savoir des dossiers, c'est-à-dire quand on regarde les dossiers qui sont arrivés au tribunal, on voit qu'en fait, on a certes des profils sociologiques qui sont assez nouveaux et assez inquiétants. Des gens, par exemple, d'un âge plus que respectable et d'une situation sociale bien établie, en plus des très jeunes. Mais tous ces complots ont été éventés. Ils ont été éventés assez vite, soit parce que les gens répandaient un peu trop sur Internet et les réseaux sociaux, soit parce qu'il leur manque un carburant qu'on trouve dans le djihadisme, mais qu'on ne trouve pas chez eux. Parce que ces gens ne vont pas se faire sauter la carcasse demain au milieu d'une rue, dans la mesure où ils n'ont l'espoir de rien. Quand ils arriveront au paradis, pour peu qu'ils soient croyants, il n'y a rien derrière. Le djihadiste, lui, il a l'espoir d'accéder directement
a un statut de martyr avec une rétribution. Le militant d'extrême droite, au moment de passer à l'acte, le militant d'ultra-droite, plutôt, au moment de passer à l'acte, il n'a rien. D'accord. Et Mais finalement, il ne faut pas minorer cette dangerosité non plus. Non, mais il ne faut pas minorer cette dangerosité. Il faut évidemment pas les minorer. On n'est jamais à l'abri de quelque chose qui tourne mal. Et il y a effectivement possibilité qu'un jour, quelqu'un commette un massacre, avec cette grosse différence que la plupart des tueries de masse commis par l'ultra-droite l'ont été aux États-Unis ou par Brandon Tarrant en Nouvelle-Zélande, donc dans des pays où l'accès aux armes automatiques se fait à peu près au supermarché. Nous avons, fort heureusement, une législation beaucoup plus restrictive qui limite les risques. Alors, qu'est-ce qu'ils recherchent, ces militants d'ultra-droite, quand ils manifestent comme ça, après la mort du jeune Thomas? De l'adrénaline, sans doute. Et puis, ils ont, et ça c'est important, l'impression qu'aucun parti politique, je dis bien aucun, pas même le Rassemblement national, pas même Reconquête, ne répond à leurs attentes, qui sont des attentes quasi eschatologiques, d'une guerre civile fantasmée, d'une sorte de... ça se voit dans l'accélérationnisme, qui est une des variantes de l'ultra-droite, de volonté d'un grand soir à leur sauce, d'une confrontation civilisationnelle qui débouche sur un chaos généralisé, leur permettant d'instaurer l'ordre tel qu'ils le rêvent. Sauf qu'on en est très loin. Vous remarquerez qu'on a effectivement 80 personnes qui se déplacent à Romans-sur-Isère. Mais quand on a, après la mort de Naël, des émeutes qui rassemblent plusieurs centaines de personnes, quand on a à Nîmes ou à Marseille des faits divers ou des crimes particulièrement notoires, eh bien là, on n'a pas l'ultra-droite, si vous voulez. Elle sait où sont les armes, elle sait où est le danger, elle sait évaluer le rapport de force, elle ne se montre pas. D'accord. On va écouter Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui était cet après-midi à l'Assemblée nationale, qui a justement lancé une charge lourde contre le Rassemblement national, qu'il accuse d'être proche de ces mouvements d'ultra-droite. Écoutez-le, il demande au RN de faire le ménage. Vous n'avez pas voulu entendre les mots du grand-père du petit Thomas. Vous préférez en réalité opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche, à la France des cités, la France des Mohamed, des Mouloud et des Rachid. Alors, voyez, le ministre de l'Intérieur et votre serviteur, nous faisons en sorte que les trafiquants de drogue, que les criminels qui sont dans les cités soient interpellés et jugés de plus en plus sévèrement. Mais je pense aussi, moi, aux Français, à nos compatriotes, aux Français de préférence qui vivent dans nos quartiers, dans les cités, et qui ne méritent pas de lire sur les murs « Mort aux Arabes ». Nos frères juifs ont peur, nos frères musulmans ont peur aussi. Vos propos sont incendiaires. Voilà, et le Rassemblement national a quitté la salle. Marine Le Pen envisage de porter plainte contre le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Rapidement, Jean-Yves Camus, il y a des liens factuels entre le Rassemblement national et ses militants d'ultra-droite? Non, Marine Le Pen a commencé à faire le ménage dès l'été suivant son accession à la présidence. Qu'il existe encore, la présidence du Front National, qu'il existe encore au fond d'une section de province, quelqu'un qui, par ailleurs, a des affinités avec ces gens, oui, peut-être, oui, sans doute, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que le Rassemblement national est l'émanation politique de l'ultra-droite, ça n'est pas sérieux. Et par ailleurs, en tant que juif, ce que je crains personnellement, c'est davantage le slogan de ceux qui peinturlurent la statue Place de la République en disant « de Paris à Gaza, intifada » que ces groupuscules d'extrême droite. C'est ceux-là qui ont commis, c'est des islamistes qui ont commis l'ensemble des crimes de sang contre des Français de confession juive depuis maintenant 20 ans. Voilà, c'est la réalité. Bien sûr. Jean-Sébastien Ferjou, avant qu'on écoute une autre réaction politique sur ce qu'on a entendu là. Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux combat un danger fantasmagorique. Je ne vous parle pas là de l'ultra-droite, je vous parle de ce qu'il prête comme caractéristique au Rassemblement national. On peut ne pas du tout partager les valeurs ou le programme du Rassemblement national sans pour autant considérer que c'est un danger pour la République, ou en tout cas pas plus que d'autres partis avec lesquels on n'est pas d'accord. Et s'épuiser dans ce combat-là,
tout le monde ne perçoit plus que comme un théâtre d'ombre. Ça n'a plus aucun sens ni aucune utilité politique. Ça fait 40 ans, 50 ans qu'on nous ressort les mêmes refrains et Éric Dupond-Moretti n'est rien d'autre finalement qu'un mauvais acteur qui annonce les mêmes slogans que ceux qui ont été développés du temps de François Mitterrand, sans jamais se poser la question des responsabilités des mêmes, avec le même schéma mental et idéologique, qui sont responsables de ce qu'est effectivement la France d'aujourd'hui. Parce que ce qu'est la France d'aujourd'hui, c'est pas le Rassemblement national qui en est responsable. De qui est responsable des fractures et même de ce que constate Éric Dupond-Moretti avec des gens qui détestent les autres et qui n'hésitent pas à l'écrire sur le mur ou à aller en planter d'autres. Ce n'est quand même pas le Rassemblement national qui est responsable. On peut faire des tas de procès au Rassemblement national, mais enfin, commençons déjà, sans faire de procès, par assumer, que lui assume les responsabilités politiques, des politiques qui ont été, elles, mises en œuvre depuis 40 ans, parce qu'il ne me semble pas que ni Marine Le Pen, ni son père, ni personne d'autre de la même famille politique n'ait gouverné. Quand vous entendez Éric Dupond-Moretti, Louis de Ragnel opposer la France rurale, tranquille, catholique et blanche à la France des cités, des Mohamed et des Rachid, vous vous dites qu'il se trompe de combat ou pas ? Il se trompe complètement de combat, d'autant plus qu'il faut se souvenir du contexte de cet après-midi. 5 minutes avant, le gouvernement appelait à l'unité et faisait une minute de silence en hommage exactement à Thomas. Et je pense qu'en fait, c'est même très dangereux de la part du gouvernement de jouer cette fracture-là, et alors que le RN, en plus, ne cesse depuis plusieurs années maintenant d'essayer d'avoir un discours le plus rassembleur possible, quitte parfois à gommer un certain nombre d'aspérités qui étaient gênantes pour le parti. Et donc là, c'est le gouvernement qui se pose en diviseur. Moi, c'est ça que je trouve le plus même problématique politiquement, et en plus en réitérant des vieilles rengaines qui, par ailleurs, sont fausses. Moi, j'imagine Marine Le Pen demandera à Éric Dupond-Moretti, mais allez-y, dites-moi, qui sont les gudards dont vous parlez, qui sont les fascistes dont vous parlez, qui sont les antisémites. Moi, ce que je trouve terrifiant dans cette histoire, si on prend un tout petit peu de recul, vous savez, quand au début de l'affaire de Crépol, il y avait beaucoup de gens qui criaient à la récupération. Le drame, c'est pas tant que le RN et les droites se sont emparés du sujet. Le vrai drame, c'est qu'en fait, pourquoi la gauche est restée silencieuse, pourquoi la majorité est gênée, est tellement gênée. Et a mis 10 jours à réaliser. Pourquoi elle est tellement gênée qu'elle est contrainte d'envoyer son porte-parole, Olivier Véran, hier lire un papier à une cérémonie à Crépol. Et en plus, il y a plein de paradoxes. Vous avez donc le gouvernement qui a minimisé et ensuite qui finit par dramatiser en disant qu'en fait c'est quasiment de la faute du Rassemblement national et en mettant deux France dos à dos. Et à la fin, vous avez le porte-parole, donc Olivier Véran, qui explique que la France est peut-être à un point de bascule. Donc, et qui essaye par ailleurs de dramatiser. Et en fait, tout ça est totalement incompréhensible. Alors qu'au fond, je vais vous dire, quand on appelle l'entourage des ministres, comme on dit, quand on est par exemple au service politique d'Europe 1, globalement, les gens vous disent la vérité et on n'est plus dans la posture. Et alors, ils vous disent quoi ? Mais ils vous disent, mais évidemment, le problème en France, c'est pas l'ultra-droite. Mais ils le disent, mais ce n'est pas l'ultra-droite. Le problème, c'est la montée de l'islam radical. Le problème, c'est l'ultra-gauche. Je termine simplement d'un chiffre pour situer les choses. Aujourd'hui, il y a 3500 personnes qui sont fichées S à l'ultra-gauche et on est à 1000 pour l'ultra-droite. Je ne suis pas en train de dire que l'ultra-droite n'est pas un danger. On a souligné le danger de ces individus. Mais quand on fait une échelle des risques... Vous avez raison, et on a compris les chiffres. Non, mais il n'y a pas eu aujourd'hui, si on regarde même ces 10 dernières années, il n'y a pas eu d'attentat commis au nom de l'ultra-droite qui a provoqué des morts. Monsieur Camus, de un petit mot là-dessus, peut-être ? Oui, l'islam radical, beaucoup. Il est possible, il devrait être possible, d'un point de vue de gauche, de dire que la sécurité est la première des libertés. Bien tout sûr. Simplement. Oui, absolument. Éric Revel, peut-être ? Oui, non, mais Louis a été complet. Je voulais quand même souligner l'incroyable incohérence comme de ce gouvernement. La réaction de Dupond-Moretti, qui une fois de plus donc est plus avocat que ministre de la Justice, plus dans un prétoire qu'à l'Assemblée nationale. Puis juste avant, donc, Véran qui dit... Mais en fait, c'est très grave, on risque un basculement. Et Dupond-Moretti qui nous dit, mais en fait, il n'y a pas de problème. Circulez, arrêtez d'opposer la France des terroirs blanches et catholiques à celle des cités qui seraient totalement islamisées. Mais il faut quand même qu'ils se coordonnent, ces gens, ils parlent de la même chose. Parce que vous savez, juste pour paraphraser cette mauvaise phrase, le commissaire Vallée. La culture, plus on en a, moins on en a, et plus on l'étale, mais la vertu, c'est exactement ça. Éric Dupond-Moretti, il fait de l'étalage de vertu parce que malheureusement, ce gouvernement en a très peu. Éric, vous avez terminé de parler ? Alors, je passe la parole au commissaire Vallée sur cette affaire. D'abord, ça fait du bien de voir que les élus du peuple à l'Assemblée nationale ont fait une minute de silence pour Thomas, qui est mort de la décivilisation, poignardé à mort par des sauvages, par des criminels, et que ça fait du bien de voir une minute de silence pour quelqu'un qui n'a jamais fait parler de lui par de la délinquance, par la voyoucratie, et qui a toujours
en fait, était un gamin bien élevé qui était passionné de rugby et qui avait en fait sa place dans la société. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, on voit que la culture de l'excuse, c'est ce qui a tué notre pays. Quand on nous explique déjà que limite Thomas, c'est vachement important pour ses parents, serait responsable de sa mort parce qu'il y aura un de ses camarades qui aurait fait une réflexion sur la chevelure d'un des participants qui serait l'un des auteurs de cet abject crime. On voit qu'en fait, les individus qui sont venus d'abord, ils étaient tous connus des services de police et même condamnés par la justice, donc c'était pas des chic types. Ensuite, quand on vient avec des couteaux de 25 cm, de 20 cm, c'est pas pour tailler les haies et pas pour draguer les filles, évidemment. Et puis, par ailleurs, en réalité, aujourd'hui, parce qu'il y aurait eu une réflexion, il y aurait eu des coups de couteau avec 18 blessés et la mort de Thomas. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une inversion des valeurs, qu'il y a une culture de l'excuse qui vise déjà à d'une certaine manière, à excuser, à expliquer le geste pour derrière le dédramatiser. Non, les parents ce matin ont été très clairs. D'abord, quand on dit qu'on veut tuer du blanc, quand on veut planter du blanc, quand on dit putain de guerre qui est dans l'argot une dénomination assez péjorative pour dire un blanc non musulman, eh ben, on dit quand même qu'il peut y avoir, lorsqu'il y a 9 témoignages qui disent un mobile raciste, et de la même manière qu'on combat ce racisme qui serait lié par exemple aux blancs, il faut aussi qu'on le combatte comme on le fait contre le racisme qui viserait les personnes de couleur maghrébine ou noire. Donc c'est important qu'on puisse aujourd'hui rendre hommage à sa mémoire et que la justice passe sévèrement. C'est les 2 demandes des parents auxquelles on pense fortement parce qu'elles ont perdu un fils de 16 ans qui, sorti fumer une clope, a perdu la vie alors qu'il avait ses 17 ans qui se profilaient cette semaine. Lui était un chic type.